Si on m'avait dit qu'un des jeux qui aurait le plus de chances de devenir le GOTY 2025, ce serait un JRPG fait par des Französisch, j'avoue, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, c'est bien ce qui est en train de se passer pour Clair Obscur Expedition 33, le jeu du studio montpelliérain Sandfall Interactive. C'est assez ouf la quantité de contenu, de discussions, de fanart, de reprises aussi que ce jeu a généré depuis sa sortie. Et si on couple ça avec son nombre de ventes, on ne prend pas trop de risques à miser sur lui pour les cérémonies d'awards de cette fin d'année. Et même si, personnellement, ma préférence ira largement à Blue Prince ou Silksong, je reste fidèle à mon build d'amateur d'indé intello hype, je dois dire que j'ai passé un très bon moment sur Clair Obscur, alors que le JRPG, habituellement, c'est pas trop ma came. Mais là, ce qui m'a accroché, c'est le système de combat que j'ai trouvé bien plus dynamique et prenant que ce qu'on voit habituellement dans le genre. Ça marche hyper bien, et en plus, ça tient sur toute la durée du jeu. Le truc c'est que si ça marche, c'est parce que Clair Obscur a littéralement pillé tout le paysage vidéoludique en reprenant parfois assez texto des mécaniques dans des grosses références. Ouais, là on parle pas de petits clins d'œil ou d'easter egg cachés. Là c'est, on voit un truc dans un jeu et on le met directement dans le nôtre. Et le pire, c'est que, ça passe super bien. Dans cet épisode, je vous propose donc de laisser de côté les bails sur les peintres et les marinières pour nous concentrer sur le game design de Clair Obscur en dénichant un maximum de références et en étudiant comment les équipes de Sandfall les ont intégrées pour doper leur JRPG. Parce que oui, en vrai, copier c'est pas suffisant, il faut aussi savoir adapter, surtout quand on va chercher dans des genres parfois bien éloignés de sa base. Moi, c'est Hugo, bienvenue dans Game Next Door. Ah oui, petit point spoil, on va parler du design du jeu, donc ce sera surtout des spoils mécaniques, et vous verrez aussi tous les personnages jouables. Mais sinon, je ne parlerai pas de l'histoire, pas de l'univers, et je pense qu'on ne mettra pas d'image du dernier tiers du jeu. Voilà, on peut reprendre le banger. Avant de s'intéresser au combat en tant que tel, je voulais revenir sur la structure du jeu et les systèmes de progression qu'ont choisi les équipes de Sandfall, parce que c'est vraiment le support qui permet au combat de briller par la suite. Grossièrement, Clair Obscur se repose sur un overworld très basique qui donne accès à des niveaux linéaires qui le sont tout autant. On y croise partout des ennemis et dès qu'on les percute, on commence le combat. Ces combats représentent une grosse portion de l'expérience, et à part des petits détours pour trouver des bonus et encore des combats, l'exploration est très limitée. Par contre, le premier élément qui peut nous intéresser, ce sont les fameux drapeaux des expéditions qui parsèment le tracé de chaque niveau et qui fonctionnent de façon très similaire au feu de camp de Dark Souls. Et je vous arrête tout de suite, là c'est pas moi qui fais le forceur. C'est pas de ma faute si chez Sandfall ils sont aussi fans de From Software. Et c'est vrai que quitte à piquer des trucs, ça vaut peut-être le coup d'aller chiner chez un des studios les plus appréciés de la décennie. Mais c'est pas anodin parce que les drapeaux ne sont donc pas seulement des points de sauvegarde, bien communs dans les JRPG, mais des points à partir desquels on va faire des allers-retours pour reposer nos personnages, mais aussi faire réapparaître les ennemis vaincus, exactement comme dans les Souls. Ça fait qu'on va parfois y revenir si on a du mal à passer des mobs, et en profiter pour dépenser nos points d'XP avant de retenter d'aller au prochain drapeau. Ou alors se faire des sessions de farm très contrôlées comme on peut le faire dans les jeux From Software. On a aussi tout le système de potions qui est lié à ces drapeaux qui s'inspire fortement des fioles d'Estus et de mana des Souls. On en a une quantité très limitée, qu'on peut augmenter en progressant dans le jeu, mais les potions se remplissent seulement à chaque repos. Ça nous donne une ressource à gérer qu'il ne faut pas économiser, mais dont on ne peut pas non plus abuser. Et ça, je crois que c'est quand même assez atypique pour du JRPG. D'habitude, les potions, on les achète, et si tu veux en trimballer 50 sur toi, c'est possible. Et tu peux tout claquer devant un boss. Là, c'est pas du tout le même principe, et ça rend Clair Obscur un peu plus difficile, un peu plus comme les Souls. Et pour moi, ça souligne que ce sont les combats qui sont vraiment les marqueurs de progression du jeu. Côté système, on peut d'abord se pencher sur les pictos et les lumina, qu'on a toutes et tous mis des heures à comprendre, il faut l'avouer. Mais en gros, les pictos sont des modificateurs passifs et on peut en équiper jusqu'à 3 par personnage. Mais après 4 combats faits avec un même picto, il devient appris par la team et tous nos personnages peuvent s'en équiper dans le menu Lumina où on dépense un certain nombre de points de Lumina par capacité. Ah, carte mystère, je soupèse Renoir et je tamponne mon contre-radiant.
Niveau référence, ici on est clairement du côté de Final Fantasy, entre les matérias du set pour la nomenclature, mais aussi et surtout le système de points d'habilité ou de points de job qu'on retrouve dans de nombreux épisodes. Dans le 9 par exemple, le principe est assez proche. On équipe des armes qui nous donnent des capacités spécifiques, que les personnages peuvent apprendre définitivement en gagnant plusieurs combats donnant des points d'habilité. Une fois qu'on a validé la capacité, on peut déséquiper l'arme et continuer d'en profiter. Ça donne un petit côté formation continue en nous poussant à essayer plusieurs fois la capacité pour l'intégrer définitivement. Et Clair Obscur reprend cette idée. Par contre, il complexifie les choses avec le système de Lumina via des limitations sur le nombre de capacités qu'on peut équiper, pour des raisons d'équilibrage j'imagine. Et là, difficile de cibler une référence en particulier, mais on peut carrément rapprocher ce principe des charmes de Hollow Knight par exemple, des bonus passifs qui consomment plus ou moins de nœuds, qu'on peut augmenter en progressant dans le jeu. Ça nous donne la main sur notre build, qu'on peut modifier très facilement en fonction des besoins. Mais ça fait quand même que Picto et Lumina sont des systèmes assez différents, compactés en un seul, et je pense que c'est pour ça qu'on a été autant à mettre du temps à capter comment ça marchait. Sans parler des menus qui n'aident clairement pas. Je vous recommande au passage la vidéo de What the Fox qui a fait un super taf pour redesigner l'UX de Clair Obscur, le lien est dans la description. Enfin, on peut terminer sur les systèmes de progression des personnages qui eux viennent beaucoup plus de l'action RPG entre Diablo et Path of Exile en version évidemment simplifiée. Chaque personnage a son arbre de compétences, les capacités se débloquent les unes après les autres dans les différentes branches et ça va nous permettre d'orienter notre style de jeu, de se choisir là aussi un build qu'on peut facilement respec moyennant une ressource trouvable dans le jeu. Et sur les stats, on est là aussi sur du très basique, on gagne 3 points par niveau à dépenser dans une des 5 statistiques sur lesquelles les armes équipées vont scale, comme dans les Souls encore une fois. Le petit point intéressant, c'est qu'on a appris dans une conférence donnée au Game Camp qu'il y avait au départ plus de stats différentes, comme de l'attaque et de la défense magique qui ont été coupées pour plus de lisibilité et d'abordabilité. Un très bon choix selon moi, ça évite au jeu de tomber dans les travers des gros action RPG et d'avoir besoin d'un guide sur son téléphone quand on fait son build. Pour résumer, on a donc un JRPG très axé sur les combats. Dans sa structure, dans son séquençage des niveaux avec les drapeaux, c'est ça qui domine. Et dans les systèmes de progression, on sent l'envie de nous pousser à faire des builds un peu dans le style d'action RPG de Diablo aux Souls. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir rentrer dans les combats et voir de qui Clair Obscur s'est inspiré pour les dynamiser. Bon, si on a la ref, ça saute aux yeux dès les premières secondes, Clair Obscur reprend trait pour trait le dispositif de Persona pour habiller ses affrontements. Le placement de la caméra, ses mouvements entre les personnages, les icônes avec les barres de vie et évidemment le menu d'action, on est vraiment dans les clous de la série d'Atlus. Et c'est malin parce que c'est une très bonne référence, notamment sur les menus avec des raccourcis de boutons partout qui permettent de naviguer en quelques pressions de touche, contrairement à des menus à dérouler comme on en voit dans des JRPG plus traditionnels ou traditionnalistes. Ça accélère le rythme sans nuire au contrôle et c'est en train de devenir le standard dans les combats au tour par tour, tellement ça fonctionne bien. Mais ce qui change tout dans Clair Obscur, c'est évidemment que les combats intègrent du temps réel mixé au tour par tour. Sandfall n'est clairement pas le premier studio à tenter ce pari-là. Des petits QTE au moment des attaques pour augmenter les dégâts, on a déjà pu en voir dans Yakuza Like a Dragon, dans Lost Odyssey ou même dans Superstar Saga, le premier épisode de la série Mario et Luigi, où il fallait appuyer au bon moment pour caler ses attaques sur le rythme des bros et faire encore plus mal. C'est pareil dans Clair Obscur, chaque coup a sa petite rythmique et ça fera une bonne différence si on arrive à la suivre. Mais ce qui change dans le jeu de Sandfall, c'est que le temps réel n'est pas seulement là dans les phases offensives, il est aussi là dans les phases défensives, quand ce sont les ennemis qui nous attaquent. Et je pourrais encore parler de Mario et Luigi qui proposaient des mécaniques similaires. Ce qui me fait d'ailleurs penser que j'ai quand même de très bons souvenirs sur ces jeux, en tout cas les 2 premiers. Mais ici, le jeu que Clair Obscur copie vraiment, c'est Sekiro Shadows Die Twice. Encore eux, voilà. Là aussi, quand on connaît la référence, c'est assez évident, et de toute façon, les devs de Sandfall ne s'en cachent pas une seconde, ils l'ont systématiquement mentionné en interview. Dans Clair Obscur, pour éviter de prendre des dégâts quand les ennemis nous attaquent, on a 2 façons de faire.
l'esquive, qui a une fenêtre raisonnable, ou la parade, avec un timing plus serré, mais qui donne une contre-attaque si on arrive à parer tous les coups. Deux options défensives qu'on avait déjà dans Sekiro. Et en même temps, c'est assez classique, donc pas surprenant jusqu'ici. Plus tard, on tombe contre certains ennemis qui font des attaques au sol sur toute la team, qu'on peut esquiver en sautant dans un premier temps, et punir en réappuyant sur le bouton saut dans un second temps en respectant le timing du jeu. Exactement ce qu'on faisait dans Sekiro pour contrer certaines attaques horizontales, annoncées notamment par un kanji rouge et un bruit caractéristique. Chose que fait évidemment aussi Clair Obscur. Et si on pousse un peu plus loin, on débloque encore une autre façon de se défendre à un autre type d'attaque avec le contre radiant, un super contre qui passe en noir et blanc et fait de gros dégâts si on le place. Est-ce que ce serait exagéré de le rapprocher du fameux contre Mikiri de Sekiro? Je ne crois pas. Alors évidemment, derrière les systèmes ne sont pas les mêmes. Sekiro joue beaucoup plus sur la posture à briser à force de faire des parades, alors que Clair Obscur reste sur des dégâts qu'on fait quand on fait des contres. Même si les ennemis ont aussi une jauge de stun, mais là c'est quand même beaucoup plus proche de ce qu'on voit dans le JRPG récent, comme dans le remake de FF7 par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en reprenant la base du dispositif de Sekiro, Clair Obscur reproduit d'une part son jeu sur les timings, qui nous demande de la concentration et d'apprendre les patterns, et il reprend d'autre part cette idée de s'adapter à chaque attaque en choisissant le bon contre au bon moment. Et comme dans le jeu de From Software, une fois qu'on a bien appris tout ça, on se sent presque invincible et les combats s'accélèrent d'autant plus. Et pour terminer sur un petit détail rigolo, à l'époque de la sortie de Sekiro, on avait été assez déstabilisé par le fait que ce soit un jeu assez statique, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans les Souls. On bouge pas tant que ça dans Sekiro, c'est surtout tu regardes et tu contres. Et dans Clair Obscur, on n'a pas le contrôle des personnages, du coup c'est aussi un jeu très statique. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça match aussi bien. C'est deux jeux où l'action est surtout dans la réaction, et de fait, ça s'intègre très bien dans un JRPG. Enfin, il ne faut pas oublier les feedbacks de ouf sur toutes ces attaques et ces contres qui rendent les combats de Clair Obscur d'autant plus explosifs. Vraiment, ils ont eu la main bien lourde, comme sur les contres radiants, et je pense que c'est comme ça qu'il fallait faire pour récompenser la prise de risque à fond. Et ça donne donc un JRPG, avec du tour par tour, qui a des allures d'action RPG hyper stylisé quand on l'a en main. En reprenant les bonnes refs, visuelles et mécaniques, en les intégrant intelligemment dans leur formule, les équipes de Soundfall ont complètement décoincé le genre, et je pense que ça a beaucoup joué dans le succès du jeu. Mais le grand pillage ne s'est pas arrêté là. Pour nous engager dans la durée, ils sont allés piquer des idées dans des sphères assez éloignées du RPG. Et avec ça, ils ont conçu une bonne partie des personnages. Pour tout vous dire, j'ai vraiment commencé à tiquer sur les reprises de Clair Obscur après avoir intégré successivement Lune et Maël dans mon équipe. Parce qu'en jouant, j'avais entrevu les quelques références que j'ai citées précédemment, mais ça restait encore un peu diffus. Mais à partir de là, je ne pouvais plus ne plus les voir. Et notamment parce que ces deux personnages reprennent très précisément le fonctionnement de deux personnages d'un autre jeu, un jeu auquel j'ai beaucoup joué, Slay the Spire. Et je suis évidemment retombé dedans en écrivant cette vidéo, pas merci. Commençons par Lune. C'est la magicienne élémentaliste du groupe, et tout son jeu se repose sur la gestion de pigments, des petits pins liés à différents éléments, comme le feu, la glace, la lumière, etc. Elle peut en cumuler jusqu'à 4, et chacune de ses capacités va à la fois générer des pigments, mais aussi éventuellement en consommer d'autres pour être plus puissante. L'idée est donc de réussir à trouver des cycles entre ces différentes options pour faire un maximum de dommages ou profiter des bonus de soins quand on en a besoin. Un système qui m'a quand même beaucoup rappelé celui du défectueux, un des 4 personnages de Slay the Spire. De la même façon, il dispose d'attaques et de compétences qui créent des orbes qui viennent flotter au-dessus de lui et il peut, via d'autres compétences, les consommer et infliger des dégâts, se protéger ou même récupérer de l'énergie. Alors bien sûr, il y a plein d'autres nuances, les orbes ont des capacités passives, on peut augmenter leur nombre, leur puissance, bref, c'est beaucoup plus complexe que dans Clair Obscur, et c'est logique puisqu'on ne contrôle ici qu'un seul personnage sur toute la run, et qu'il a bien plus de cartes à sa disposition que l'une n'a de capacité potentielle. Néanmoins, sur le principe, on est très proche, on a cette même idée de cycle de création et de consommation à entretenir en continu. Et pour Maël, l'inspiration est encore plus appuyée.
Cette fois-ci, c'est le personnage de la gardienne qui a servi de référence. C'est le 4e et dernier perso ajouté par l'équipe de Megacrit au début de l'année 2020. Tout son gameplay repose sur des postures, 3 pour être précis, en plus du mode normal, dans lesquelles on entre en fonction des attaques et compétences qu'on utilise. Il y a d'abord la posture en colère, qui double les dégâts qu'on fait, mais aussi ceux qu'on reçoit. Il y a le calme, qui est surtout lié à des capacités de défense et permet de gagner plus d'énergie quand on la quitte. Et enfin, il y a la posture divine, qui triple les dégâts qu'on fait aux ennemis sans contrepartie. Mais elle est plus difficile à activer puisqu'il faut accumuler 10 mantras pour y entrer, et dès que le tour se termine, c'est fini. Et si vous avez joué à Clair-Obscur, tout ça doit fortement vous rappeler le fonctionnement de Maël, puisque c'est, à quelques détails près, exactement le même principe. En offensif, on fait et reçoit plus de dommages, en défensif, on encaisse mieux et on gagne plus de points d'action par parade, et en virtuose, on fait plus de 100% des dégâts, ce qui revient à dire qu'on les triple. Même les couleurs de chaque posture, c'est les mêmes, le bleu, le rouge et le violet. Pourquoi s'embêter finalement ? Là encore, il y a des nuances et plus de complexité dans Slay the Spire que dans Clair-Obscur, pour les mêmes raisons qu'avec Lune. On peut faire bien plus de choses dans un tour de deck builder que dans un JRPG, et donc switcher de posture bien plus souvent. Mais d'un point de vue conceptuel, c'est la même chose. Et dans les deux cas, je trouve que ça marche hyper bien. En reprenant ce truc de Slay the Spire, de monter en puissance au fur et à mesure des tours, en essayant de combiner les bonnes capacités pour faire un maximum de dégâts, ça rend ces deux persos très plaisants à jouer. Bon, maintenant, passons à Verso, dont la référence est peut-être la plus évidente, Devil May Cry et son système de scoring. Dans la série de Capcom, c'est un score noté de D à S, voire même triple S, qui monte en fonction de notre capacité à alterner les combos et à ne pas se faire toucher. C'est la façon qu'a le jeu de nous pousser à avoir du style, en flinguant, en virevoltant, en gérant les timings, tout en esquivant parfaitement les coups. Et l'équipe de Soundfall a réussi assez habilement à transposer ça dans le gameplay de Verso. Ici, pour monter le score, de D à S, il faut aussi enchaîner les attaques et ne pas se faire toucher. Mais à chaque palier passé, nos dégâts augmentent. On ne monte donc pas le score pour la même raison, mais ça correspond plus aux enjeux d'un JRPG où le style n'a finalement pas tant d'importance. Par contre, la plupart des capacités de Verso sont liées à une lettre et font plus de dégâts si on les déclenche sur celle-ci. Et c'est là qu'on retrouve un peu de cette versatilité propre à DMC, puisque ça devient logique d'alterner entre les attaques en fonction de la lettre, et pourquoi pas de caler des bastos entre les coups pour faire monter le score. Et je trouve que, en jouant avec Verso, on retrouve un peu du feeling de DMC, même si, dans les fondamentaux, on en est très éloigné. Et là aussi, ça marche bien, ça fait grimper en intensité les combats, ça récompense les parades, bref, ça s'intègre parfaitement dans la philosophie du jeu. Concernant Gustave, je me demande si on ne pourrait pas lui aussi l'affilier à Devil May Cry via Nero, qu'on retrouve dans le 4 et dans le 5. Comme Gustave, il a une jauge qui se remplit au fur et à mesure des attaques avant de déclencher une furie. Mais bon, ça reste très basique comme système, très commun, et même ces charges qu'on accumule, c'est des choses qu'on peut voir un peu partout, dans des JV, mais aussi des deck builders de plateau. Dans une interview donnée à Tetril, l'un des game designers parle notamment de Aeon's End, qui possède effectivement un système similaire. Bref, c'est à peu près tout pour Gustave, pas si intéressant que ça à mes yeux. Passons rapidement aussi sur Monoko, dont le principe est de reprendre les attaques des ennemis qu'on croise, avec en plus un petit système de roulette qui a un impact sur les dites attaques. On est là encore dans quelque chose d'assez commun, surtout pour du JRPG. Je pense à Shin Megami Tensei et Persona, dans lesquels on peut aussi capturer les ennemis et profiter de leurs attaques. Ça donne ce petit plaisir de jouer avec les ennemis entre guillemets, et en plus, certaines capacités sont vraiment efficaces. Mais je ne l'ai pas tant utilisé, j'avoue, la roulette n'est pas très fiable à mon sens, et la rythmique m'a moins engagé que celle de Maël, de Lune, ou évidemment de Ciel. Et oui, il en restait une, la meilleure en ce qui me concerne. C'est le perso qui m'a le plus amusé, et niveau dégâts, c'est avec elle que j'ai fait mes plus beaux scores. Ciel a un fonctionnement assez particulier, et je crois qu'on a été nombreux et nombreuses à être assommés par son tuto pas bien clair. Il y a des petites icônes bizarres, des présages, un mode crépuscule, bref, c'est pas évident, et personnellement, j'ai dû le relire à tête reposée pour bien capter. Mais en gros, le principe c'est d'appliquer des présages sur les ennemis avec des attaques soleil, puis de les consommer avec des attaques de type lune, en général pour faire plus de dégâts. Et en alternant entre attaque soleil et lune, on passe en mode crépuscule pour quelques tours, ce qui augmente aussi la quantité de dégâts qu'on fait.
Je recule de 2 cases, je fais voyager un Gestral et j'emporte-pièce un studio de 30 personnes. L'idée, c'est donc d'entasser un maximum de cartes présage sur les ennemis, passer en mode crépuscule et consommer tout ça pour faire de très très gros dégâts. Et ça, peut-être que ça vous rappelle quelque chose, et si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Et oui, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé de référence précise pour le système de ciel. J'ai regardé les références citées par les équipes, j'ai sillonné Reddit, mais j'ai rien trouvé de probant. Mon intuition, c'est que ça sent un peu le deck building encore à la Slay the Spire. Bon, déjà parce que c'est littéralement des cartes qu'on applique, mais aussi parce que ce principe d'empiler des dommages potentiels pour faire un coup qui les active tous, ça marcherait bien dans un jeu comme ça. D'ailleurs, il y a même certaines attaques qui peuvent m'y faire penser dans Slay the Spire, comme la carte des points vitaux de la gardienne. Mais rien d'aussi précis que cette dualité lune et soleil. Mais bon, en même temps, je suis très loin de tout connaître, et peut-être qu'avec l'intelligence collective d'internet, on arrivera à trouver la référence de ciel, et bien sûr d'autres trucs que j'aurais loupés. Évidemment, on aurait encore pu dénicher d'autres détails tirés d'autres jeux. Toujours dans les combats, comme le principe de marquage qui ressemble beaucoup à ce qu'on a dans Darkest Dungeon. Mais aussi hors combat, comme ces coffres bloqués par 3 trucs à détruire dans le décor, exactement comme dans les derniers God of War. Clair-Obscur est rempli de détails comme ça, et on peut tirer encore longtemps les ficelles des inspirations. Après, on peut voir ça d'un plus ou moins bon œil. Personnellement, j'ai 2 visions qui arrivent à coexister. D'un côté, j'avoue que je trouve que ça fait parfois un peu cramé, il y a 0 déguisement sur certains trucs, et ça peut donner au jeu un petit côté patchwork. Mais en même temps, il y a une direction artistique qui arrive à rendre cohérent tout ça, et puis pour un premier projet, réutiliser des mécaniques et des systèmes qui ont fait leurs preuves, qui sont connus des joueurs et joueuses, ça a du sens. C'est s'assurer de la lisibilité, de l'engagement, c'est une bonne stratégie. Mais surtout, en ce qui concerne les combats en tout cas, je trouve que l'équipe a réussi à trouver un équilibre pas si évident entre toutes les inspirations que j'ai citées. Il y a eu un super travail d'adaptation, d'intégration, de simplification pour arriver à faire prendre la mayonnaise entre du tour par tour, de l'action rythmée et des systèmes de deck building. Et ça donne un jeu qui arrive à créer de la tension à chaque tour, grâce aux parades à la Sekiro notamment, tout en nous poussant à planifier nos actions plusieurs tours à l'avance pour monter en puissance au fil du combat et faire un maximum de dégâts. Et en plus de ça, avec les brûlures, les marquages, les points d'action, les lumina aussi, on a tout un socle commun aux différents personnages qui nous permettent de trouver des synergies et faire des combinaisons encore plus impressionnantes. Bref, oui, ils ont piqué beaucoup d'idées, mais il fallait arriver à toutes les faire se rencontrer, et dans bien des cas, ça marche très bien. Et en fait, c'est ça l'histoire du jeu vidéo. C'est comme ça que les genres évoluent, en s'hybridant les uns les autres, en piquant les bonnes idées ici et là. Et sans vouloir trop en faire, peut-être que Clair-Obscur a déjà amorcé un renouveau pour le JRPG. Je suis sûr que là, en ce moment même, il y a partout dans le monde des équipes qui bossent sur des jeux du genre et y mettent du temps réel, du deck building et peut-être encore d'autres choses. Et que les ténors du genre vont devoir se remuer pour rester dans la course après ce jeu que personne n'a vraiment vu venir. Pas facile donc pour ceux qui viendront après. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que vous aurez au moins découvert quelques rêves que vous n'aviez pas vus dans le jeu, j'attends les vôtres dans les commentaires. Pour ma part, ça fait du bien de faire un épisode un peu plus court et un peu plus ludique à construire de temps en temps, on a aussi envie de faire vivre la chaîne comme ça, sans toujours se reposer sur des gros sujets très sérieux, j'espère aussi que ça vous parle. Si c'est le cas, merci de nous soutenir sur Patreon, Tipeee ou Ko-fi, on se retrouve très vite par ici, prenez soin de vous et cœur sur vos manettes.